Chagall fut l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle avec Pablo Picasso. Son œuvre, sans se rattacher à aucune école, présente des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Inspirée par la tradition juive, la vie du Shteut, village juif en Europe de l'Est, et le folklore russe, elle élabore sa propre symbolique autour de la vie intime de l'artiste. Chagall s'est essayé, outre la peinture sur toile, à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, sur émail, etc. Un musée lui est consacré à Nice et un autre à Vitebsk. Chagall est né le 7 juillet 1887 à Liozno dans la banlieue de Vitebsk, en Biélorussie, laquelle appartenait alors à la Russie tsariste. La ville compte une importante communauté juive. Sa mère tenait une épicerie et son père allait tous les matins à la synagogue, où il était employé, tandis que son grand-père était précepteur et chantre à la synagogue. Vitebsk restera dans l'imaginaire de Chagall, le paradis naïf de l'enfance, et le peintre le représentera dans de nombreuses toiles, dans sa jeunesse, mais aussi plus tard. Aîné d'une famille de 9 enfants, il commence à travailler dans des ateliers à la fin de ses études à l'école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Après avoir étudié auprès de Léon Bakst à Saint-Pétersbourg, il part pour Paris en 1910. Il y est témoin de mouvements picturaux, tels que le fauvisme finissant et le cubisme naissant. Le premier lui inspire la couleur pure, gaie et claire, le second, une certaine déconstruction de l'objet. Il découvre notamment les toiles de Robert Delaunay, Jean Metzinger, le douanier Rousseau, Albert Glaise. Néanmoins, jamais Chagall n'adhérera pleinement à un mouvement ou à une école. Dans le même temps, il passe de nombreuses journées au musée du Louvre, où il étudie Delacroix, Géricault, Watteau, Courbet. Il se lie d'amitié avec le poète Blaise Cendrars, qui est l'un des seuls habitants de la bohème parisienne à parler le russe. Cendrars lui présente, entre autres, Robert Delaunay et Guillaume Apollinaire, qui seront fascinés par sa liberté dans l'utilisation de la couleur. Tout en adoptant Paris comme sa deuxième ville natale, il n'oubliait pas ses origines russes. Pour preuve, même lorsqu'il peint les ponts de la Seine ou la Tour Eiffel, on peut reconnaître des éléments de décor inspirés de ses souvenirs d'enfance qui ne le quitteront jamais. Il expose ses travaux pour la première fois en 1914 au Salon des Indépendants. Dans le même temps, il se rend à Berlin, où il expose dans la galerie der Sturm avec Paul Klee et Alfred Kubin. Il a ensuite une exposition personnelle dans cette galerie. C'est un succès. En 1914, il est de retour à Vitebsk pour une courte durée, pense-t-il, mais le premier conflit mondial empêche tout retour à Paris. Pendant cette période, Chagall peint surtout la vie de la communauté juive, qui est persécutée car soupçonnée d'espionnage par l'état-major russe. La famille de Chagall offre l'hospitalité à de nombreux juifs expulsés, notamment venus de la frontière lituanienne. Dans ces circonstances, sans être pieux, le peintre renoue avec sa culture hassidique. Ses œuvres témoignent de son respect pour le peuple juif.
qu'il expose à de nombreuses reprises entre 1916 et 1917. Après la Révolution, il devient commissaire aux Beaux-Arts et responsable de la vie artistique de Vitebsk. Il y fonde une école d'art en 1919, à laquelle vient participer Casimir Malevitch, qui lui est hostile. De retour d'un voyage à Moscou, il apprend que l'école a été rebaptisée Académie suprématiste et qu'il l'a démissionné de force. Il repart alors pour Moscou où il fait les décors pour le théâtre d'art juif. Il retourne en 1922 à Berlin, puis à Paris. Ses œuvres sont connues aux États-Unis, où des expositions sont organisées. En 1923, Chagall fait la connaissance d'Ambroise Vollard, marchand et éditeur de livres, qui lui commandera notamment 30 gouaches et 100 eaux-fortes illustrant les fables de La Fontaine, 1924-1925, 118 eaux-fortes pour les âmes mortes de Nicolas Gogol, 1925-1931, mais aussi et surtout des illustrations pour la Bible, 1930. Au début des années 1930, il voyage beaucoup avec sa famille. À partir du 7 juillet 1937, il prend la nationalité française pour fuir l'antisémitisme de l'Europe centrale. À la fin du printemps 1941, il est arrêté et doit son salut au journaliste américain Varian FRY, qui lui permet de rejoindre les États-Unis. Son épouse, Bella, meurt en 1944. Cet événement marque le choix de ses sujets à cette époque. Après la guerre, les œuvres de Chagall sont à nouveau exposées en Europe. Il retraverse l'Atlantique en 1948 pour s'installer à Vence, en France où il aide Franz Kraussberg à partir pour le Brésil. Il se remarie en 1952 avec Valentina Brodsky, 1905-1993. Meg vend ses œuvres à travers le monde entier. Ses techniques se diversifient, gravure, mosaïque, vitraux. Il continue de peindre des décors, conçoit des costumes pour l'opéra de la flûte enchantée. Il finit sa vie à Saint-Paul, de Vence en France, célèbre et reconnu dans le monde entier. Marc Chagall est le père, 1946, du chanteur David Hockney, lequel porte le nom du mari de sa mère. Chagall ne peut pas être rattaché à une école. D'aucuns le rapprochent du courant surréaliste, puisque son travail laisse une large part à son imagination et ses rêves. Si en 2 mots, on pouvait caractériser son œuvre, on parlerait de chromatisme onirique. L'emploi de la couleur chez Chagall est très personnel. Dans ses illustrations de la Bible et le message biblique, notamment, on voit qu'une barbe peut être tour à tour violette, bleue ou verte. Il renverse les impressions chromatiques habituelles et emploie la palette pour structurer l'espace de la toile davantage que pour traduire la réalité. Blaise Cendrars disait de lui, il dort, il est éveillé, il prend une église, et il peint avec une église, il prend une vache, et il peint avec une vache, avec une sardine. En 1930, le marchand d'art et ami de Chagall, Ambroise Vollard, lui commande une série d'illustrations sur la Bible. Celui qui décrit le texte sacré comme la plus grande source de poésie de tous les temps exécute alors une 40aine de gouaches, avant d'entamer une série d'eaux-fortes, qui sont insérées au sein de la Bible de Genève,
105 gravures figurent diverses scènes clés de l'Ancien Testament. À la main, Chagall les rehausse toutes d'un peu de gouache. Ses sujets de prédilection sont les prophètes, les patriarches, les guerriers et les rois. Surtout, il fait des liens entre le passé et le présent, entre la persécution de Jésus et celle que les Juifs subissent en Europe dans les années 1940. Ce travail monumental est à l'origine du message biblique qui propose un cycle décoratif relatant l'histoire biblique, terminé en 1966. Chagall en fait don à l'État français, qui, au grand bonheur de Chagall, l'expose au Louvre avant d'inaugurer en 1973 le Musée national du message biblique à Nice, en présence d'André Malraux. Bien que parfois engagé, son œuvre pleine de références au pays de son enfance, la Biélorussie juive, semble souvent échapper totalement aux guerres qui l'entourent. Il sait faire partager ses sentiments au travers de couleurs très vives et pleines de légèreté. Quand il peint son couple survolant sa ville natale, il montre un esprit bohème, et souvent détaché de la réalité. Main dans la main avec sa compagne, il exprime alors un amour omniprésent et un regard bienveillant sur le monde. Son œuvre est tour à tour théâtre juif, message biblique, rêve ou image comme sortie de son inconscient. Marc Chagall disait de lui, « Mon cirque se joue dans le ciel, il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la lumière. » L'artiste semble se poser en observateur du monde, d'un monde richement coloré comme vu à travers des vitraux.